Dans cet ouvrage, c'est normal. C'est votre grand-père qui prend la place centrale. Père maternel. Vous y faites commencer la liste des réformistes auxquels vous appartenez par Mohammed ibn Abd al-Wahhab. 1703-1792, fondateur du wahhabisme. Aujourd'hui confirme. Vous ne cachez pas votre sympathie pour ce réformateur dont le message, vous dites, dont le message est fondé sur la fidélité au message de l'islam. De là, en situant voilà, il y a qu'un pas. Donc, vous êtes la police. Mais c'est là. On ne peut pas le nier. Entendons par fidélité, votre fidélité, ce que vous appelez fidélité au message de l'islam, entendons là fidélité à la conception, que Mohammed ibn Abd al-Wahhab se faisait de l'islam. Il y a un monde entre fidélité à l'islam. L'islam, c'est le Coran. Pour moi, c'est le Coran. Et entre la conception que Mohammed ibn Abd al-Wahhab se faisait de l'islam. Mohammed ibn Abd al-Wahhab prenait sa conception qui se faisait de l'islam pour être l'islam. Intégral, total, unique, le seul bon et le seul vrai. C'est comme moi. Or, il a dit, c'est par le sabre qu'il avait imposé sa conception de l'islam. C'est indéniable. Historiquement, les faits sont là. On ne peut pas les nier. Il a même dessiné les gens de toute une vie. C'est par le sabre qu'il avait imposé sa conception de l'islam au profit de la famille de l'islam. Je connaissais les divergences de vues que nous avons avec le professeur Mohamed Rambi. Je ne m'attendais pas à ce que l'introduction soit de ce type, parce que le sujet c'était le livre, et que là on n'a pas touché au livre, mais encore une fois, la substance pour moi, je l'entends, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma pensée est développée, mais ce qui me choque le plus, c'est quand même l'attitude de la salle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, encore une fois, par respect pour celui qui vient parler, et même si moi, à des moments donnés, on est venu me dire que même par ma gestuelle, je pouvais donner l'impression que je ne respectais pas. Non, je n'étais pas d'accord avec la substance, mais je reste quand même respectueux de ce que la personne a à dire. Et donc, quand on fait venir un penseur de votre pays, avec lequel vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui a des choses à dire, le respect, c'est de l'écouter, puis ensuite apprendre. Donc... Ouais, je vais avoir de la peine à me faire comprendre sur les applaudissements. Enfin, bref. Maintenant, sur ce que vous avez dit, j'y reviendrai, mais je vais me concentrer surtout sur le propos de la journée et du livre et de ma visite ici. D'abord, simplement par commencer, vraiment par vous remercier encore une fois de cette présence, remercier les organisatrices et les organisateurs
au premier rang desquels, bien entendu, la librairie Éditeur. Et puis, de vous dire que ça fait longtemps que j'espérais pouvoir revenir en Tunisie, pouvoir revenir échanger, revoir ce qui se passe dans ce pays, et puis aussitôt, avant même de commencer mon propos, de vous dire quelle est vraiment votre responsabilité. Le but d'aujourd'hui, c'est pas forcément de venir écouter un propos de quelques minutes, puis après de partir, c'est peut-être d'échanger, mais aussi pour moi, dans le cadre de cette visite, de partager avec vous le sens de ce que je considère comme votre responsabilité historique. Donc, je vois la salle, vous êtes très jeune en majorité, et donc en l'occurrence, c'est vraiment de porter un projet. Vous ne vous êtes pas débarrassé d'une dictature, simplement être passif et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas être assis et jeter le reproche et le blâme à tous ceux qui sont aux affaires et qui ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est aujourd'hui aussi de se rendre compte qu'en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que citoyenne et citoyen, il y a des responsabilités majeures et qu'il faut s'y engager. Ça va demander beaucoup de travail. La route est très longue encore pour parvenir aux voies de la démocratisation, de la transparence et de l'équilibre dans la société. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'introduction, encore une fois, je suis toujours surpris qu'on prenne une thèse de doctorat qui parle de la pensée des autres comme étant la traduction de la pensée à moi. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé vers la première thèse de doctorat sur Nietzsche et que vous citiez ce que dit Nietzsche en me le proposant comme étant ma pensée? Pourquoi faut-il que vous ayez choisi une thèse en disant tout ce qui est dans cette thèse est votre pensée? Non, j'analyse la pensée d'autrui. C'est pas forcément ce que je pense. Et si vous voulez penser à ma place ce que je pense parce que tel est mon sujet d'étude, eh bien, c'est une pensée par médiation qui n'est pas légitime. À partir d'un certain moment, pour savoir ce que je pense, vous dire ce que j'essaye de traduire, et vous vous rendriez compte que sur le concept de Sharia, qui est un concept de référence, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus, mais le mot ne dit rien si vous n'allez pas chercher la définition que j'en donne dans au moins 4 ouvrages, où je travaille le concept, où je donne une dimension de ce que c'est que la voie de la fidélité, qui n'est absolument pas la lecture littéraliste et de l'application sans réflexion, de la référence à l'ijtihad comme mode de pensée fidèle au principe premier, mais dans l'expérience historique et de l'application dans le temps. Si vous alliez un peu plus loin que simplement le fait de dire, dès que le mot sharia apparaît, ça veut dire que vous êtes un littéraliste, salafiste, wahhabiste, on ne va pas s'en sortir. Le début du débat intellectuel, c'est donnez-moi la définition des mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot que vous employez? Et vous allez vous apercevoir que tous les savants, dès le début, eh bien, utilisent le mot sharia avec des connotations, des définitions et des perspectives qui sont différentes. Le mot ne dit rien si vous n'avez pas pris le temps d'en considérer la définition. Et donc je suis un tout petit peu surpris que vous m'ayez réduit en répétant pas moins de 15 fois le seul fait que je fasse référence à la charia. Je vous donne un exemple qui a beaucoup surpris un certain nombre de mes interlocuteurs, et musulmans et de confession non musulmane d'autres traditions. Je dis par exemple que quand je suis en Occident, moi j'ai passé ma vie en Occident, j'ai écrit des livres qui sont sur les fondements de la tradition musulmane, sur le plan du droit, et puis la dimension de la sira et les sciences islamiques, ça c'est des livres. Et puis il y a des livres qui sont sur les sociétés majoritairement musulmanes, comme le dernier, puis il y a toute une série de livres qui sont sur l'Occident, l'expérience occidentale. Et je dis, contrairement à ce que disent tous ceux qui ont une pensée de la laïcité qui est aussi intégriste que ceux qui le rejettent sur le plan de la religion. Vous avez des laïcs qui sont intégristes, ils ont transformé la laïcité en une nouvelle religion de l'État. Il y a des absolus qu'on ne touche pas. Ça existe, ça. Oui, mademoiselle. Même si... D'accord. Excusez-moi de mon ignorance. En l'occurrence, il y a ceux qui transforment la laïcité en une idéologie qui est proche de la religion, et puis il y a on avait hier Jean Bobéro qui dispute avec eux en France, et puis
à ceci, il y a cette idée que dès que l'on fait référence à une source qui serait propre à la religion chrétienne, juive ou musulmane ou bouddhiste, eh bien, on ne se rencontre pas. Or, si vous comprenez l'essence même de ce que c'est que la charia en islam, qu'est-ce qu'elle vous dit du point de vue de la loi? Elle vous dit qu'un homme, riche ou pauvre, noir ou blanc, doit être traité égalitairement par rapport à la loi. Lorsque je suis en Grande-Bretagne, quand je suis en Suisse ou en France, et que dans la loi de ce pays-là, on me traite égalitairement, théoriquement, comme tous les autres citoyens, et bien ce que je dis, c'est que ceci, c'est ma charia. Je ne l'oppose pas, je dis c'est ma charia. Le traitement égalitaire des hommes et des femmes devant la loi, c'est ma charia. Alors vous voyez bien que le concept de charia ne m'exclut pas, mais il me fait rencontrer des horizons universels différents. Si déjà vous aviez pris ça comme exemple, et non pas ce que vous pensez que je pense par la pensée d'autrui, eh bien nous aurions pu aller plus loin dans la discussion.